Bonjour à toutes et à tous, et encore merci d'être toutes et tous présents avec autant de sympathie, de sourire d'emblée, puisqu'effectivement, si nous sommes toutes et tous là pour être toutes et tous ensemble vers un même but, celui d'améliorer le mieux possible la qualité de vie, notre façon de faire est de le faire de façon spontanée, souriante et conviviale. Voilà. Donc, en fait, de façon pratique, nous allons donc aborder l'école de vie Parkinson, mais pour l'aborder, il nous faut avant tout nous rappeler ce que c'est que la maladie de Parkinson. Et je ne vais pas trop m'y étaler, mais je vais peut-être ouvrir certaines portes qui pourront peut-être susciter des questionnements ou vous rappeler les problématiques qui vous sont opposées pour effectivement les décortiquer, les analyser, les mettre sur le terrain et voir comment on peut effectivement commencer à les résoudre toutes et tous ensemble. Et il s'agit bien de qualité de vie. D'abord, se rappeler que le mouvement, ce n'est plus une question de muscles, c'est une question de cerveau. Plus ce cerveau est bien fait, est complet, fonctionne harmonieusement, et plus le mouvement sera fin, nuancé et efficace. Et lorsque, effectivement, le cerveau donne un ordre de bouger, cet ordre de bouger part du cortex et va aller dans la moelle pour se prolonger jusqu'à la main et nous faire utiliser l'ustensile, l'appareil de la façon la plus efficace. Et pour que ce système, ce mouvement soit vraiment efficace, il faut que ce mouvement, cet ordre de bouger, soit modulé par ce qu'on appelle des noyaux gris centraux au centre du cerveau. Ces noyaux gris centraux fonctionnent avec de la dopamine. Et c'est bien ce neurotransmetteur-là qui vient à manquer. Et lorsqu'il manque de façon significative, c'est-à-dire à moins de 20% de ce qu'il devrait être, le tableau de Parkinson se manifeste. Et nous savons aussi que ces symptômes ne se déclarent qu'après 10 à 15 ans. Et avant cela, nous avons des signes prémonitoires qui ne sont pas spécifiques de la maladie de Parkinson, mais qui tous ensemble peuvent effectivement nous évoquer, par un flux d'éléments, comme des enquêteurs, nous dire « Ah, tiens, là, il y a peut-être un risque d'avoir une maladie de Parkinson ». Si on associe des troubles de l'odorat, une agitation nocturne, une impatience des gens quand on va dormir, si en plus on y associe une sensibilité familiale à avoir la maladie de Parkinson et surtout aussi si on a un contact des pesticides de façon massive ou réitérée, là nous avons peut-être une suspicion, un risque de développer un jour une maladie de Parkinson. Et c'est là qu'est le défi, c'est de détecter précocement les signes prémonitoires de façon à agir le plus vite possible, de façon la plus intéressante pour nous-mêmes, pour notre chemin de vie. Et nous avons, entre autres aussi, ce qu'on appelle un DAT-scan, une scintigraphie cérébrale, qui va nous montrer, pour les noyaux gris centraux qui fonctionnent bien ici, lorsqu'ils ne fonctionnent pas bien, et ils vont effectivement nous conforter, conclure avec nous sur le risque véritable, avec des signes prémonitoires, d'avoir un jour une maladie de Parkinson, donc pouvoir agir avant que ça ne se déclare. Et à un moment donné, cette maladie va se déclarer après 10 à 15 ans. Non pas par le tremblement seulement, puisqu'il n'intervient que dans un tiers des cas, mais surtout par une akinétorigidité, c'est-à-dire une difficulté à promouvoir le mouvement, à induire le mouvement, un ralentissement du mouvement. Et ce mouvement, c'est non seulement au niveau de la marche, mais c'est l'articulation de la parole, c'est le geste fin. Tout est mouvement, comme vous le savez. Et ce sera aussi un problème associé à une posture différente, c'est-à-dire nous faire pencher vers l'avant, et en se penchant vers l'avant et en ayant des difficultés pour induire le mouvement et marcher avec le ralentissement qui est associé, nous aurons effectivement des difficultés lors du démarrage à tenir un équilibre, et donc nous risquerons de tomber. Donc, il y a la kinétorigidité, il y a le tremblement particulier de repos, nous pourrons y revenir, et tout cela fait le tableau parkinsonien. Tableau parkinsonien qui va parfois, mais pas toujours, jusqu'à nous geler dans le fauteuil, qui nous fait parfois, mais pas toujours, écrire comme des médecins. La preuve que les Parkinsoniens sont des gens très intelligents. Même à l'écriture, ils sont très médicaux, vous savez. Et donc, il y a une place à prendre dans l'organigramme de la santé pour vous-même aussi. Nous y reviendrons. Mais il y a les signes moteurs que l'on voit, ralentissement du mouvement, le tremblement. Il y a les signes non moteurs qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne voit pas et qui peuvent altérer la qualité de vie. Il y a par exemple, effectivement, les troubles du sommeil qui sont nombreux. Il y a aussi la dépression, parce que la dopamine, c'est un neurotransmetteur du plaisir. Lorsqu'on est en manque de dopamine, on est donc en déplaisir, en plus du reste. Et puis, il y a les douleurs qui ne sont pas visibles, mais qui, effectivement, taraudent notre vie. Et puis, il y a d'autres choses, dont aussi, non pas un trouble de la mémoire au sens général,
mais un trouble de la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire qui nous sert à réaliser des choses sans y penser. Par exemple, si vous voulez marcher, vous partez d'une position à 2 pieds, sur un seul pied, il faut décoller le deuxième pied, revenir, et tout ça en gardant l'équilibre. Si vous voulez monter un escalier et le descendre, il faut effectivement que tout cela se fasse de façon automatique. Eh bien, dans la maladie de Parkinson, cette automaticité, elle est altérée. Et effectivement, si on pense à tout ce que l'on doit faire, tout le monde peut tomber. Là, le Parkinsonien est obligé de penser à tout mouvement, comment les coordonner, comment les alterner de façon à garder un équilibre et avancer. Donc tout cela, ça maladie de Parkinson, avec finalement une pointe d'iceberg que l'on voit, les signes moteurs, et ceux qu'on ne voit pas, les signes non moteurs, qui sont là et qui nous taraudent de façon sournoise. Et tout au long de la vie, nous allons se voir associer d'abord les signes non moteurs, avec aussi une constipation, des douleurs, etc. Et progressivement aussi, mais pas toujours, la kinésithorigidité et le tremblement et la posture. C'est d'autant plus difficile à juger que finalement ces mouvements sont modulés par l'anxiété, par les émotions. Donc effectivement, tous ces signes sont exacerbés lorsqu'on est émotionné. Donc la première attitude qu'on devra avoir lorsque quelqu'un se bloque, c'est pas de le fustiger pour dire « enfin, il faut bouger ». Non, non, c'est de l'accompagner dans le mouvement de façon à réinduire le mouvement. Parce que finalement, il faut de la confiance. Il faut se mettre en confiance et il faut réduire le côté émotionnel de la situation parce que cette émotion peut exacerber les signes. Et nous avons pour cela, pour essayer d'évaluer sur les 24 heures comment évolue le tableau parkinsonien pour les personnes qui le présentent, des tableaux qui nous donnent effectivement l'état d'heure en heure. Nous avons aussi ce qui vous sera présenté, je pense, par, entre autres, nos 3 référentes, c'est effectivement des tableaux qui s'appellent le mapping du Parkinson, c'est-à-dire que sur cette étoile-ci, vous avez des branches. Chaque branche correspond à un problème, comme l'attention, la mémoire, comme les troubles vésicaux, la mobilité, etc. Et vous mettez une cotation de points, et en rejoignant les points, eh bien, vous réalisez une espèce de graphique qui, d'une fois à l'autre, en les superposant, peuvent permettre facilement à vous-même, à votre entourage, au médecin ou au paramédical qui vous suit, effectivement de se rendre compte quelle est la pointe qui est plus ou moins importante d'une fois à l'autre. Donc, la maladie de Parkinson, c'est une limitation de l'autonomie motrice, la marche, les gestes fins, un trouble du langage, une difficulté à communiquer, l'isolement social, culturel, c'est important, les troubles de déglutition avec une dénutrition, déshydratation, inhalation parfois, et on voit souvent des personnes qui sont hospitalisées à plusieurs reprises par une infection pulmonaire, et une asthénie, une fatigue, une apathie, des troubles du sommeil. Tout cela est aussi en partie lié au manque de dopamine, des douleurs que l'on ne voit pas, qui peuvent aussi nous tarauder, et tout cela avec une trouble de la mémoire procédurale, celle de l'automaticité, de faire les choses sans y penser. Et puis en plus, il y a d'autres complications possibles. Je vous ouvre les portes des questionnements qu'on pourra avoir par la suite, naturellement. On pourrait y revenir. Mais vous avez effectivement des complications possibles qui, si elles sont détectées rapidement, peuvent nous donner l'indication d'avoir la bonne attitude. L'important, ce n'est pas de poser un diagnostic ou de déceler un signe. Le plus important, c'est de répondre à la question « qu'est-ce qu'on fait ? Comment doit-on s'y prendre ?» C'est ça le plus important. Vous avez les chutes, la déglutition, avaler de travers, les troubles du sommeil, la confusion parfois, et aussi l'impact médicamenteux. Les chutes, on est en fin de dose d'un traitement. La déglutition, on peut avaler de travers, on peut se dénutrir, se déshydrater, et là, le signe de la toux est important, on y reviendra. Il y a les troubles du sommeil qui peuvent être très nombreux. Plus que 5 minutes. Oufti. Je viens juste de commencer, d'accord ? Les troubles du sommeil, avec l'insomnie, les troubles du sommeil d'hiver, on y a vu avec le ronflement, avec les apnées, nous y reviendrons. Mieux on dort, moins on a mal. Les problèmes de dépression, qui sont parfois des fausses dépressions et de la confusion parfois due à des médicaments, avec effectivement cet exemple entre Michael J. Fox, une maladie de Parkinson claire et franche, qui continue à être un réalisateur et qui est naturellement neurostimulé, et Cassius Clay, c'est être extraordinaire et merveilleux, qui malheureusement a développé un syndrome parkinsonien post-traumatique parce qu'effectivement, il a vu des traumatismes crâniens, ce qui fait de lui un syndrome parkinsonien post-traumatique, ce qui n'est pas la maladie de Parkinson, et lui avait de la confusion et de la démence. Et puis, il y a aussi effectivement le problème du médicament qu'il faut respecter pour aller vers une alliance médicamenteuse. Et là, on pourrait y revenir si vous le désirez, mais puisque je n'ai que 5 minutes, on va essayer de raccourcir les choses le plus vite possible.
Les médicaments sont nombreux, multiples. On peut les disposer. Il y a une coupure de micro quand je dépasse la limite, non? Tout au long de la vie, et on les personnalise. Et on va vers une alliance thérapeutique avec un livret qui vous est mis à disposition sur les stands, qui va vous expliquer comment sont les médicaments et comment il faut les utiliser. Tout en disant simplement et tout de même, pardon? Ah, c'est trop vite. Eh bien, je pense qu'on va demander à la directrice de m'octroyer 5 minutes de plus. Vous voyez, quand on a des pistons, ça va beaucoup mieux. Merci, mesdames. Donc, ce qui est important à se souvenir, c'est que le traitement médicamenteux n'est pas le seul traitement et il n'est pas le premier. Le premier traitement, c'est l'activité physique, dont va nous parler Olivier de Haring par la suite. Cette activité physique, elle doit effectivement se faire avec le sourire, nous faire récupérer une certaine harmonie du mouvement, comme nous le voyons ici. Et avec Olivier de Haring et d'autres, nous vous proposons Park and Move, dont vous a déjà parlé Madame Dirick, notre nouvelle directrice, qui associe le tennis de table adapté au problème de Parkinson et la marche nordique. Nous y reviendrons si vous le désirez, avec des défis qui sont particulièrement intéressants, dont vous parlera Olivier de Haring par la suite. Quelques mots sur la recherche, rapidement. Vous savez qu'il faut un facteur génétique et un facteur inducteur pour induire le mouvement, la maladie. En génétique, nous avons fait des progrès énormes. Nous savons maintenant de plus en plus profiler les maladies de Parkinson en fonction de leur sensualité et de leur avenir. Nous y reviendrons. Ces facteurs inducteurs qui sont indispensables pour développer la maladie, nous ne les connaissons pas, sauf le plus important semble être les pesticides qui peuvent être utilisés de façon massive ou de façon récurrente. Et nous avons une série d'outils qui vont nous permettre d'aider à la qualité de vie, avec la luminothérapie le matin pour nous permettre de mieux dormir la nuit et d'être mieux éveillé le jour, avec des traitements antidiabétiques qui peuvent être aussi utilisés comme anti-parkinsoniens, avec l'importance du microbiote intestinal. Je vais vite, mais on pourra y revenir si vous le désirez. Cette harmonie entre le microbiote intestinal et l'évolutivité de la maladie qu'il nous faut respecter aussi. La nicotine, et non pas, comme disait mon épouse, le tabac, parce que le tabac est nocif, naturellement. Mon épouse est tabacologue. Mais la nicotine qui peut être neuroprotectrice, le cannabis dont on doit discuter aussi, qu'il faut effectivement épurer pour ne pas subir l'effet délirant du THC, l'immunothérapie qui est à nos portes et qui va effectivement pouvoir effectivement être utilisée, les cellules souches et la thérapie génique. Tout ça, c'était l'introduction, et je n'ai plus que 2 minutes pour vous parler du reste. Mais c'est important, parce que si on ne s'était pas rappelé ce qui était que la maladie de Parkinson et ses répercussions, on ne sait pas très bien à quoi on doit penser pour en discuter et échanger. On sait toutes et tous que nous avons toutes et tous une maladie de Parkinson qui nous est propre. Chacune a sa propre maladie de Parkinson. Mais nous sommes confrontés toutes et tous aux mêmes défis. Le coût près du diagnostic, les fausses idées reçues, la meilleure manière d'informer et de s'informer, les conséquences sur notre chemin de vie et celui de notre entourage, les projets qui se perdent, les répercussions sur un plan professionnel, économique, l'insertion sociétale, l'activité sportive, la culture, l'approche des traitements médicamenteux et non médicamenteux, les interventions non médicamenteuses, tout ça, nous y sommes toutes et tous confrontés. Avec des coûts qui sont non seulement les médicaments, mais aussi il y a la répercussion sur le travail, l'absentéisme lorsqu'on vient à manquer, parce qu'on perd son travail, le présentéisme lorsqu'on s'y présente tout de même, que malheureusement nous sommes déprofilés et que nous perdons notre place, et la douleur qu'on ne voit pas, la perte de projet de soi-même et de l'entourage. Tout ça, c'est le coût réel des maladies. C'est ce qui fait qu'effectivement, nous devons nous pencher sur la réalité des choses. Et ça, Madame Oujla va vous parler de ce qu'est le but de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire celle d'introduire dans l'organigramme des santé, d'introduire dans l'organigramme de santé les partenaires que sont les patients et leur entourage, pour avoir l'autre facette de la réalité de terrain, et voir comment effectivement on peut agir en prônant la motivation pour agir et s'épanouir, en prônant aussi le savoir, parce que le savoir doit être diffusé de part et d'autre, pour prévoir et pouvoir avoir la meilleure attitude pour effectivement nous faire écarter les problèmes qui nous occupent.
Nous avons en fait discuté longtemps à la première intervention, au premier groupe de travail qui s'est créé en février, sur le terme utilisé. Et il nous est apparu que le mot éducation thérapeutique était un mot qui était un peu trop étriqué. Éducation est un peu trop étriqué parce qu'en fait, il nous pousse à une information qui est presque ex cathedra, par une ou deux personnes vers d'autres qui ne font qu'écouter. Or, le mot école, c'est effectivement un mot qui évoque l'échange de part et d'autre. Les réalités ne sont pas seulement les réalités scientifiques ou médicales ou paramédicales, c'est la réalité de terrain, ce qu'on subit. Et en connaissant la réalité de tout le monde et de tous, on peut effectivement mieux cerner la vraie réalité et répondre à la vraie question, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous avons créé avec les référentes aussi les Parkinson Cafés qui drainent les attentes et les besoins à partir de nos antennes. Cette première école de vie Parkinson, avec une phrase évoquée par Mme Ojoula, ces patients, aidants, saignants, s'engager dans une relation partenariale de soins et d'éducation pour mieux vivre avec la maladie de Parkinson. Donc il y a là un but, celui de mieux vivre, une qualité de vie qui doit être récupérée. Je vous avais mis ici les noms des personnes qui s'étaient déjà présentées au groupe de travail, mais comme vous voyez, ils peuvent être encore élargis. Et vous dire que pour ce groupe de travail évoquant cette école de vie, nous avons fini par choisir au moins 9 items que nous voulions développer, auxquels nous avons déjà commencé à discuter, mais qui nous paraissaient être des sujets intéressants. D'abord, face au diagnostic, face aux répercussions économico-sociales et professionnelles, la participation à son propre suivi en consultation, les traitements médicamenteux, simples et complexes, les interventions non médicamenteuses, la préservation de l'insertion culturelle, c'est important, le comment sensibiliser à la maladie de Parkinson autour de soi, et comment sensibiliser à la recherche, et puis comment s'organiser. Tout cela va être développé dans la discussion qu'on aura tout à l'heure, mais quelques mots déjà. Au diagnostic, il y a le coup pré-diagnostic, vous savez bien, on est dans une consultation avec un signe, on en sort avec une étiquette qu'on ne connaît pas très bien. Comment s'informer, informer son entourage, comment prévenir les conséquences pour soi et l'entourage, et le rôle des Parkinson Cafés est déjà mis en place. Aux répercussions économico-sociales, c'est le travail, c'est le guide des contacts utiles à connaître avec la VIC, avec la SPF, avec les mutualités et d'autres intervenants encore. Il y a les obligations des droits au permis de conduire. Il y a le soutien et la sensibilisation aux aidants proches qui sont un partenaire incontournable et indispensable. Il y a comment se préserver des valeurs des droits que nous avons aussi en tant que personnes au sens propre pour le respect des données personnelles. Il y a aussi des conseils que l'on doit se distribuer, c'est-à-dire celui de se présenter en consultation, non pas seul, mais à deux, parce qu'à deux, on entend mieux ce qu'on a à dire et on peut mieux s'en concerter après, avec un questionnaire adapté, un questionnaire qui fera qu'en sortant de la consultation, vous aurez vraiment l'impression qu'on aura répondu aux questions les principales, en y incluant aussi d'autres soutiens informatiques si on le désire. Les traitements médicamenteux, on vous a parlé du livret qui est à votre disposition, mais comment soutenir l'observance médicamenteuse ? Parce que si l'observance n'est pas respectée, ce même médicament peut devenir l'ennemi plutôt que notre ami. Les interventions non médicamenteuses, on l'avait déjà discuté l'année passée, avec l'activité physique et d'autres choses encore. La qualité du sommeil, voilà le livret. Park and Move. Préserver l'insertion culturelle, non pas seulement comment s'épanouir par la culture, mais comment utiliser la culture pour faire passer des messages. Vous savez bien que lorsqu'on crée des activités théâtrales ou cinématographiques qui ont comme sujet la sensibilisation au Parkinson, eh bien cette sensibilisation sera d'autant plus efficace. Comment sensibiliser à la maladie de Parkinson, les canaux de diffusion, les médias, etc. Comment sensibiliser à l'importance de la recherche, parce que sans recherche, nous n'avons pas d'avenir. Et là, nous avons des partenaires qui sont nombreux, comme vous le voyez, avec le Belgian Medical Council aussi. Et comment organiser l'avenir, ça nous allons en discuter tout à l'heure, non seulement par les Parkinson Cafés, non seulement aussi par des événements annuels que nous allons organiser par la suite, mais entre-temps, comment est-ce que nous allons commencer à nous organiser pour continuer à en discuter. Voilà, école de vie Parkinson, patiente, aidant proche, experte, ressources, témoins, mais surtout partenaires, dans un vécu de la maladie et dans une relation soignant-soigné
qui va être effectivement adapté avec les différents points que nous allons discuter par la suite après l'intervention de notre ami, professeur Ojoula, en santé publique à l'UC Louvain, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous décrire l'historique, le contexte, les besoins, les attentes et l'efficacité des éducations thérapeutiques. Merci, Madame Ojoula.